Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Grand Direct, votre émission d'information 1 heure consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec dans les titres de ce lundi 17 mai la journée de lutte contre l'homophobie. Plusieurs choses à vous montrer. D'abord les initiatives prises par la ville de Marseille. Sur l'état civil, il n'y aura désormais plus de mention père et mère, mais parent 1, parent 2. Ce sera voté au prochain conseil municipal. Une appli également pour lutter contre l'homophobie. Reportage également dans un lycée de Martigues où les élèves ont été sensibilisés à cette cause. Dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, un protocole contre le trafic de drogue dans un quartier spécifique. Le quartier qui est concerné va voir donc tous les acteurs se mobiliser. Nous verrons que les policiers, eux, ont un peu de doute sur l'efficacité de ce dispositif. C'est le quartier de la Présentation à la Seyne-sur-Mer. Et puis, dans la première partie de ce grand direct, nous serons avec un médecin et un pharmacien pour faire le point sur l'épidémie à quelques jours de la réouverture des terrasses et des restaurants. Nous verrons si cela est bien prudent ou pas dans notre région. Voilà pour le sommaire de la première partie de ce grand direct. Vous le savez, à 18h30, nous basculerons dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons très largement des réouvertures prévues mercredi dans cette deuxième partie. Mais pour débuter, la journée nationale de lutte contre l'homophobie, c'était aujourd'hui plusieurs initiatives un peu partout dans notre région. Nous allons nous diriger vers les Bouches-du-Rhône, à commencer par la ville de Marseille qui donnait une conférence de presse avec un certain nombre d'annonces. Vous découvrirez dans un instant l'application en lieu sûr qui permet de se géolocaliser si on est victime d'une agression homophobe. Mais l'une des annonces fortes de la journée, c'est la modification sur l'état civil. L'état civil, les documents d'état civil pour les prochaines naissances dans la ville de Marseille, il ne sera plus fait mention du terme père et mère, mais simplement de parent 1 et parent 2. Écoutez l'adjointe en charge de ces questions à la mairie de Marseille qui a expliqué cette décision à Manon Mjica. La mention, il ne sera plus fait mention en fait, du genre des parents sur les formulaires. C'est-à-dire qu'à la place de nom du père et nom de la mère, il sera proposé nom du premier parent et nom du deuxième parent. Ce qui en fait inclut de fait les familles et les couples homoparentaux et les enfants qui ont des parents de même sexe. Il y a aussi la question de la formation du personnel, notamment personnel qui accueille du public dans les bureaux de proximité, dans les mairies de secteur, sur la thématique des changements de prénoms en fait. Et il y a tout un travail de formation et de sensibilisation sur l'ensemble des questions LGBT, plus particulièrement sur l'accueil des personnes transgenres aussi, dans leur démarche de changement de prénom. Voilà une décision qui doit encore être entérinée par le conseil municipal de Marseille, à n'en pas douter. Cette délibération fera débat parce qu'on sait que c'est un point de crispation entre la gauche et la droite. Autre présentation aujourd'hui, celle de l'application en lieu sûr, toujours à Marseille. C'est une application assez innovante qui permet de vous géolocaliser si vous êtes victime d'une agression homophobe ou d'une agression sexiste également. Et vous géolocaliser, et ensuite une série de commerces aux alentours prêts à vous accueillir, à vous mettre en sécurité, prêts à vous aider aussi à prévenir les autorités vous est proposé. Je vous propose d'écouter la créatrice de cette application, toujours au micro de Yantel Criado et non de Manon Mjica. Voilà, l'application elle est ouverte, je suis victime d'une agression, je vais ici, je fais rechercher, voilà, il va géolocaliser tous les points. Donc tous les points bleus sont les commissariats de police dans tout Marseille. Et le point vert, puisque le premier commerçant marseillais est indiqué, on clique ici et on va se géolocaliser. Et il va nous permettre, dans un temps très rapide, de pouvoir aller vers le point pour se sentir en sécurité. Une victime qui a été agressée est souvent désorientée et choquée. Ça permet donc aux commerçants plus sereinement de faire appel aux forces de l'ordre et de communiquer les informations utiles lorsque les policiers arriveront sur place. L'application elle a été faite évidemment pour le personnel LGBT, mais on a toutes les femmes victimes de violences et toute personne qui se ferait agresser. Bien évidemment, on considère que le commerçant ouvrira la porte. Voilà pour les dispositifs d'urgence liés à cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Une journée à laquelle se sont associés les élèves du lycée Langevin à Martigues. Des ateliers de sensibilisation étaient organisés pour les faire débattre et s'exprimer sur ces questions, puisque l'éducation reste quand même le combat majeur dans cette lutte contre l'homophobie. Le reportage est signé Valentin Rodriguez.
Une journée de sensibilisation dans ce lycée Martégal. Une dizaine d'ateliers créatifs, pédagogiques sont organisés par une trentaine d'enseignants. L'objectif, sensibiliser aux discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité sexée. Il y a 10% de la population aujourd'hui qui est homosexuelle, donc 10% aussi des élèves, ça fait à peu près 3 élèves par classe, donc je pense qu'il faut toucher tous les publics. Il faut que les élèves justement qui souffrent d'homophobie et de transphobie puissent se sentir qu'on parle aussi du sujet qui peut-être peut les inquiéter et qu'ils puissent se sentir exister aussi dans leur lycée. Exposition, ateliers manuels autour de l'homophobie, des activités variées pour les 1500 élèves de ce lycée. Ce sont des ateliers qui sont à la fois ludiques et pédagogiques. On a effectivement des expositions, comme vous pourrez voir, sur des portraits de personnes qui ont fait leur coming out de manière volontaire. On peut avoir des expositions de drapeaux de la communauté LGBTQI. On a aussi des ateliers peinture, donc le joli drapeau que vous voyez qui a été peint, où on peint aussi des pots aux couleurs du drapeau des fiertés. Tout au long de la journée, ils étaient de nombreux lycéens à participer à ces animations. Il y a beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, qui pensent que c'est une maladie ou alors quelque chose comme ça. Même encore ce matin, j'entendais beaucoup de clichés, forcément. Et du coup, c'est bien de faire passer un bon message, dire que c'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui est d'actualité quand même. C'est une manière en fait d'enseigner aux jeunes de respecter les autres très tôt. Et cette journée, on le voit avec tous les élèves qui apportent leur soutien, ou alors avec tous ceux qui portent un badge ou un drapeau, qu'ils soutiennent cette communauté même s'ils n'ont pas d'action. Une journée de sensibilisation est également prévue ce mardi au sein du lycée Paul Langevin. Les mobilisations se poursuivent dans le secteur de la santé. Après les infirmiers en réanimation, les infirmiers anesthésistes étaient mobilisés un peu partout dans notre région. Un appel aux actions nationales d'ailleurs. À Nice, le rassemblement était fixé devant l'hôpital Pasteur 2. Et comme leurs homologues de la réanimation, eh bien, ils réclament ces infirmiers anesthésistes, de meilleures conditions de travail, une meilleure reconnaissance de leur profession et des augmentations de salaire. Sur place, le reportage de Claudia Olivier. Teddy est étudiant infirmier anesthésiste à Nice. Avec ses camarades, il demande une formation plus adaptée et un meilleur suivi. Les ARS décident de nous prendre et de nous mettre où ils veulent, en réanimation, en chirurgie, au bloc, c'est eux qui décident. Notre formation, on ne peut pas la faire en temps et en heure. Normalement, on est censé être dans les blocs à apprendre notre métier et là, on fait le métier des autres, c'est-à-dire des infirmiers de réanimation, de service, alors qu'on est censé être dans une formation qui est éprouvante et difficile, mais on ne nous laisse pas la faire en temps et en heure. Plusieurs dizaines de manifestants s'étaient donné rendez-vous devant l'hôpital Pasteur 2. Des infirmiers anesthésistes du privé et du public qui réclament également des revalorisations salariales. On demande à ce que notre profession soit intégrée législativement dans le code de la santé publique et au niveau d'une loi. Parce qu'un décret peut être rapidement abrogé, une loi non. Les ministères successifs se foutent de nous, veulent pas reconnaître nos formations, ne nous augmentent pas, on est payé au lance-pierre. Et quand il y a des crises sanitaires comme le Covid, on est les premiers à être appelés pour aller boucher tous les trous. Et puis une fois que c'est passé, on nous remet dans nos petits blocs et on nous oublie. Et on en a marre, on n'en peut plus. Comme leurs collègues de réanimation, les infirmiers anesthésistes sont à cran. Une mobilisation nationale pour demander au gouvernement d'agir. On attend la réouverture des négociations avec les partenaires sociaux et qu'ils entendent les revendications de la CGT. Toutes les plateformes revendicatives, elles sont écrites, elles ont été à destination du gouvernement, ils les ont en leur possession. On est prêt à discuter de ces plateformes, donc il faut qu'ils nous reçoivent, il faut qu'on avance et il faut qu'ensemble on puisse sauver l'hôpital public. Sinon les gens ils vont partir. Ce mardi, ce sera au tour des techniciens de laboratoire de se mobiliser devant l'hôpital de Cimier. Une grosse journée d'action est également prévue le 15 juin, toute profession de la santé confondue. Direction le Var à présent pour ce protocole mis en place à la Seyne-sur-Mer pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier de la Restauration. Tous les acteurs de l'action publique étaient autour de la table pour tenter de trouver une solution à ce problème. Ils vont agir ensemble. Mais vous allez le voir, pour les syndicats de police, ça risque de ne faire que déplacer le problème. Reportage de Thomas Bernabé.
Préfets, procureurs, police, bailleurs sociaux et maires unis pour dire stop au trafic. Un groupe local de traitement de la délinquance vient d'être créé autour du quartier de la Présentation, une cité gangrénée par le trafic et les dégradations depuis quelques années. Les autorités vont donc travailler de concert pour améliorer les conditions de vie des riverains. Là, on a un groupe d'immeubles parfaitement identifiés où le bailleur social qui vient de reprendre la gestion de ces immeubles locatifs, la mairie, sa police municipale et la police nationale, avec la justice, ont convenu d'une organisation à la fois pour échanger l'information, mais également mettre en place un dispositif très concret pour faire pièce aux dealers qui s'étaient installés, avec une réponse judiciaire qui est assurée, notamment via le parquet de Toulon. Mieux communiquer pour accélérer les procédures, voilà l'objectif de ces GLTD qui existent depuis 2001. Au niveau du quartier de la Présentation, la police fait désormais le pied de grue devant le point de deal, une façon d'empêcher les dealers de vendre toute la journée. Mais voilà, ces groupes locaux de traitement de la délinquance sont-ils la solution miracle pour stopper les trafics ? Pas vraiment, selon Julien Ventre, secrétaire départemental, unité SGP Police. Quand on va mettre fin à un point de deal sur la cité Berthe, il va se déplacer autre part. Quand on va mettre fin à un point de deal sur la Présentation, il va peut-être se basculer dans le centre-ville ancien de la Seine. Vous voyez toute la difficulté là. On vide l'océan à la petite cuillère. Voilà l'impression de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Tous ces leviers doivent permettre de stopper tout cela. Donc on va dire, voilà, ça existe depuis 2001, qu'on continue. Mais voilà, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. Une politique vraiment nationale sur la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le groupe local de traitement de la délinquance a été mis en place pour une durée d'1 an. Restera à faire le bilan de cette action à l'issue pour juger de son efficacité. Le casting est désormais complet pour les élections régionales dans notre région. C'était la date butoir. Aujourd'hui, dépôt des listes jusqu'à midi. Et la préfecture de région qui a officialisé donc les 9 listes qui vous seront proposées au vote. Renaud Muselier pour les Républicains, Thierry Mariani pour le Rassemblement national, Jean-Laurent Félicia pour le Rassemblement écologique et social, Noël Chuisano pour Debout la France, Hervé Guerrera pour le Parti occitan, Isabelle Bonnet pour Lutte ouvrière, Jean-Marc Governatori pour son parti Cap Écologie, et puis les 2 listes surprises que nous n'attendions pas forcément. La première, celle de Valérie Lopiès, Zou, la liste qui vous débarrasse du système, et puis Un autre monde de Michael Vincenzi. Voilà pour les 9 listes qui sont donc inscrites pour le scrutin des 20 et 27 juin prochains. Avant d'accueillir nos invités pour parler de l'épidémie de la Covid-19, puisque vous le savez, dans 2 jours, nous allons rouvrir les bars, les restaurants, les hôtels. On va s'intéresser à la situation sanitaire, savoir si tout cela est bien prudent. Un dernier petit sujet dans cette partie actu. Si vous êtes du côté de Marseille, eh bien, sachez que ce dimanche, vous pourrez profiter de la corniche Kennedy et du quartier de l'Estac qui seront complètement piétonnisés. C'est un lieu assez exceptionnel et si en plus il n'y a plus le bruit des voitures, ça promet un dimanche dans le plus grand des calmes. Manon Mjica. Imaginez la corniche Kennedy sans aucune circulation automobile, dans les oreilles uniquement le ressac des vagues et plus le bruit des klaxons. Voilà le cadre dans lequel pourront déambuler promeneurs et cyclistes ce dimanche, et uniquement eux, car entre 9h et 19h, la corniche sera piétonnisée sur près de 3,5 km de Malmousque au David. On a marre de la pollution, on peut marcher tranquillement avec ses enfants, se balader, donc du coup c'est une très bonne chose. Quand il n'y a pas de voiture, on a moins peur. Et même pour courir c'est mieux, il n'y a pas les pots d'échappement des voitures, on peut faire notre sport tranquillement, il y a moins de gêne, donc c'est parfait. Les vélos, les trottinettes, les piétons, ils se mélangent entre eux, vous voyez. Donc ça fait un petit peu des fois des petits heurts, quoi, très légers, mais enfin, quoi, voilà, quoi. Et donc là, ils auront plus d'espace. Voilà, et ça sera très bien. La corniche n'est pas la seule zone du littoral concernée. Plus au nord, le quartier de l'Estac sera en partie piétonnisé ce 23 mai. L'expérimentation est menée par la mairie de Marseille. Il n'était pas question de barrer la route départementale 568, qui est la liaison entre les communes extérieures Marseille et Marseille, c'est l'entrée nord de la ville, donc il n'était pas possible de fermer cet axe-là. Par contre, la contre-allée où les gens peuvent déambuler, où il y a les bars, où il y a les commerces, là, la population déambulera en toute quiétude.
Cette opération s'intitule « La voie est libre ». Si les résultats sont encourageants, la municipalité souhaite l'inscrire dans la durée à raison d'1 fois par mois. Voilà pour le journal de ce grand direct. On va se retrouver juste après le jingle avec nos deux invités du soir, nos deux premiers invités du soir. Et sont avec nous le docteur Annie Lévy-Mosi-Konatchi, généticienne et fondatrice du collectif Nord-Covid à Marseille. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Patrick Magnéto également, président du syndicat des pharmaciens du Var. On va essayer de savoir d'abord dans un premier temps avec vous si la situation sanitaire permet toutes ces réouvertures et si finalement la lutte contre la Covid-19 est gagnée. Une petite idée de la réponse. Avant ça, je vais vous montrer les chiffres dans notre région. Petite infographie préparée évidemment par Fabrice Justo. On va essayer de les lire et de les découvrir ensemble pour voir où on en est donc dans notre région. Je vous propose donc de regarder l'infographie. Voilà, parfait, merci. Le taux d'incidence donc dans les Alpes-Maritimes est de 56, les Bouches-du-Rhône 139, ça reste quand même un peu plus élevé que dans le Var également avec 94 cas pour 100 000 habitants. La tension hospitalière est repassée partout en dessous des 100%, 54% dans les Alpes-Maritimes, 78% dans les Bouches-du-Rhône et 92% dans le Var. Docteur Lévy-Mosi-Konatchi, quand on regarde ces chiffres, on a envie de se dire qu'ils sont plutôt bons. Alors, vous êtes plutôt spécialiste des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces chiffres? Est-ce que ça veut dire que, pas qu'on a gagné la partie, mais qu'en tout cas, on peut rouvrir en toute sérénité les commerces, les terrasses, les restaurants dès mercredi? C'est à moi de vous poser la question? Oui, docteur, c'est à vous. Bonjour. Donc, les chiffres, en effet, sont bien meilleurs, en tout cas pour les Bouches-du-Rhône et pour la PHM où je travaille, sont bien meilleurs depuis 2 semaines environ. Et c'est une grande satisfaction pour les médecins qui travaillent à la PHM de voir qu'en effet, on a moins d'hospitalisation, mais quand même toujours 60 personnes qui sont en réanimation. Je suis un peu inquiète, bien évidemment, par les chiffres du Var que vous nous montrez, et également les chiffres des Bouches-du-Rhône. Je crois que les efforts qui ont été faits à la fois par la vaccination, qui est en train de prendre un essor et un rythme un peu plus accéléré, et également, il faut bien reconnaître que le fait que les magasins ont été fermés, les restaurateurs également fermés, ont permis de faire diminuer cette fréquence. Est-ce que mercredi, c'était la bonne date? Je crois que psychologiquement, il fallait faire quelque chose, d'autant plus que on sait qu'à Marseille, le vaccinodrome du stade Vélodrome est un des centres qui vaccinent le plus. Donc je suis assez satisfaite et surtout assez rassurée sur ce qui peut se mettre en place actuellement si on reste vigilant, si on reste tout à fait cohérent avec les gestes barrières, avec tout ce qui aujourd'hui accompagne peut-être cette diminution des cas que l'on aperçoit de façon précise depuis une quinzaine de jours. J'imagine, docteur Patrick Magnéto, que vous partagez, vous êtes président du syndicat des pharmaciens du Var, cette analyse. Les chiffres sont bons, on est sur la bonne voie, entre guillemets. Néanmoins, cette date du 19, ça ne doit pas être la porte ouverte à n'importe quoi. Il va falloir faire attention, continuer à respecter les gestes barrières. Oui, comme a dit notre médecin tout à l'heure, il faut continuer les gestes barrières. Ils sont impératifs pour une bonne protection et également augmenter la vaccination en nombre important. Alors justement, du point de vue de la vaccination, on va regarder dans un instant un reportage consacré au bus de la vaccination dans les Bouches-du-Rhône. Patrick Magnéto, il y a toujours autant de demandes, ça ne désemplit pas dans les officines, dans les centres de vaccination, puisque du côté de Fayence, vous avez un œil aussi, parce que c'est là où vous êtes installé, sur le centre de vaccination du pays de Fayence. Est-ce que la demande est toujours aussi forte ? Alors la demande est toujours aussi forte. Les centres de vaccination, on a un très bon débit, quels que soient les centres, notamment celui de Fayence.
qui fonctionne très bien. Ce qui est plus difficile, c'est la vaccination en ville. Donc en janvier, quand vous m'avez interrogé, j'étais très optimiste sur cette vaccination. Alors on est toujours là, on le fait. Et en fait, enfin, on va avoir du Moderna à partir du 24, alors entre 24 et 29 mai, en officine. Et on va avoir une nouvelle proposition aux patients. Docteur Lévi Mosiconacci, justement sur la vaccination, bon, on sait que c'est la clé du succès. On a plus de 20 millions de Français qui ont été vaccinés. On se rapproche lentement mais sûrement des 2 millions dans notre région. Est-ce que là, on peut dire que ça peut être la bonne ? Qu'on peut espérer ne plus être reconfiné et finalement retrouver une vie normale, parce qu'il y a toujours la menace des variants. Moi, je n'ai pas cet optimisme-là. Je pense qu'un reconfinement est toujours possible. Rappelez-vous que dans le cadre de notre collectif, en juillet dernier, nous avions alerté justement les pouvoirs publics sans conséquence, malheureusement. Donc, nous sommes tout à fait convaincus qu'il puisse y avoir à nouveau une recrudescence, notamment en période estivale. Et je crois que la vaccination doit être intensifiée maintenant pour qu'on puisse continuer à espérer pouvoir profiter de notre période estivale. Je voudrais rebondir sur l'intérêt des bus et d'aller vers les gens. Je souhaiterais que la RS PACA, notamment pour la ville, la grosse ville qu'est Marseille, qu'on puisse connaître la couverture de vaccination par quartier. Parce qu'il me semble que cette information que je n'ai pas vue, mais peut-être qu'elle existe, nous amènerait à déployer peut-être des bus dans certains quartiers de Marseille qui faciliteraient l'accessibilité du vaccin à tout le monde. Parce que, et mon collègue l'a dit, dans les villes, ce n'est pas le plus facile d'accéder à une vaccination pour tous. Et l'idée des bus, qui se développent beaucoup en milieu rural, aurait tout son sens également dans des grandes agglomérations, notamment comme Marseille. Demain, à Nice, par exemple, il y a une opération de rendez-vous, et enfin même pas de rendez-vous, de porte ouverte, entre guillemets, dans les quartiers dits sensibles de la ville de Nice, spécifiquement pour ces quartiers. Les Moulins, l'Ariane, Notre-Dame, c'est les quartiers qui sont concernés par cette opération. Vous pensez qu'à Marseille, pour les quartiers nord notamment, il faudrait faire ça ? Totalement, et je trouve que la ville de Nice a compris l'intérêt d'aller vers certaines populations, et je crois que réellement, si on doit pousser la vaccination, bien sûr c'est le nombre de personnes, mais c'est surtout de développer cette vaccination vers les populations qui n'y vont pas ou qui n'ont pas la possibilité d'y accéder pour des raisons sociales ou autres. Les quartiers nord de Marseille nécessiteraient qu'on ait une politique de vaccination tout à fait spécifique, avec des équipes mobiles, des bus au pied des immeubles, etc., etc. Voilà, en effet, quelque chose qui pourrait se développer. Alors, on va voir comment ça se passe. Vous restez avec nous tous les deux. Je vais venir vers vous dans un instant, Patrick Magnéto. Juste le temps de regarder ce reportage de Luca Licata-Caruso, tourné à Cassis. C'est le bus de la vaccination qui est diligenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui fait donc le tour des villes du département. Et vous allez le voir, eh bien, les gens qui bénéficient de ces services sont ravis. C'est tout bon. Tout va bien ? Oui, ça va. Denis a 63 ans. Grâce au bus de la vaccination, il vient de se faire injecter la première dose du vaccin Pfizer. Je trouve ça très bien. Bon, on a des moyens de locomotion, mais pas pratique d'aller sur Marseille ou autre. Là, c'est vraiment top. Une nécessité pour ce sexagénaire à 2 jours de la réouverture des terrasses. Je travaille un petit peu en restauration. J'ai une amie, donc on est avec beaucoup de contacts avec des gens, des touristes qui vont venir. Et puis comme j'aime voyager, il nous faut être vaccinés maintenant. Donc voilà, pour être protégés, protéger les autres. C'est la seringue qui me fait peur, moi. Et même si certains appréhendent un peu la piqûre, ils seront 200 aujourd'hui, ici à Cassis, à profiter du bus de la vaccination. Un bus qui sillonne le département des Bouches-du-Rhône depuis le 23 mars, à la rencontre de celles et ceux qui ont des difficultés pour se faire vacciner. Un dispositif qui semble porter ses fruits. Il
fort du succès en fait, qui a été rencontré sur la première tournée du bus de la vaccination qui se termine cette semaine, ce dispositif a été donc renforcé puisque maintenant on a un car et un bus de la vaccination pour en fait sillonner 2 fois plus de communes au sein du territoire. Chaque fois qu'on se déplace, entre 4 et 6 semaines après, on revient au sein de la commune pour permettre aux administrés d'avoir la seconde injection. Donc chaque déplacement est finalement doublé. Depuis le début de la campagne de vaccination, 600 000 primo-injections ont été réalisées dans le département et 350 000 bucco-rhodaniens ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin. Vous allez le garder, il faudra revenir avec pour la deuxième injection le 17 juin. Voilà, deuxième injection, c'est le nerf de la guerre. 1 598 951 personnes vaccinées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'étais un peu optimiste en disant qu'on se rapprochait des 2 millions, mais on s'en rapproche forcément. 848 199 habitants de notre région ont reçu les 2 injections. Patrick Magnéto, est-ce que ça va assez vite, cette seconde injection? Évidemment, il y a des délais à respecter, mais est-ce qu'on n'a pas de problème de ce côté-là? Alors, moi j'insisterai sur la ville en fait. On a une dichotomie entre les vaccinations qui sont faites en centre, où effectivement on est en nombre assez conséquent. Par contre, c'est la ville qui pêche. En ville, on n'a pas assez de doses pour pouvoir vacciner nos patients. Donc là, le nouvel arrivé pour le 24 mai va permettre d'augmenter ces quantités. Et nous demandons toujours à l'ARS PACA de nous donner de plus en plus de doses au niveau des officines, des médecins de ville et des infirmières pour pouvoir vacciner. Alors oui, parce que quand vous parlez de médecine de ville, c'est les médecins généralistes, les pharmaciens qui ont le droit et peuvent vacciner. Annie Lévy-Mosiconacci, là-dessus, est-ce que l'État, les ARS ont justement suffisamment servi les médecins, les infirmiers libéraux, les pharmaciens? On a l'impression que tout a été fait pour que ce soit quand même les centres et les collectivités finalement qui soient servis. Oui, en effet, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Je pense que c'est lié essentiellement au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de doses et que les doses est le nerf de la guerre et que déployer plusieurs sites n'était pas possible au tout début de la vaccination. Là, je pense qu'il va falloir investir plus les médecins généralistes et les pharmacies pour que justement il y ait un maillage de territoire au niveau plus microscopique ou au niveau d'un quartier. Et je crois que c'est ça le nouveau challenge qu'il faut que l'ARS et que l'État réussissent si on veut avoir une bonne couverture vaccinale. Oui, c'est votre appel aussi, Patrick Magnéto. On a du mal quand même à comprendre comment s'organise la livraison et le partage des stocks. On a l'impression que c'est celui qui tape le plus fort qui obtient les doses. Je parle là notamment des politiques. C'est très bien, évidemment, que les centres soient fournis parce qu'ils accueillent beaucoup de monde. Mais il y a peut-être encore un peu de progrès à faire pour vous, pour vos professions. Oui, nous on est sans cesse en relation donc avec l'ARS PACA avec qui on travaille très bien sur les échanges, donc ils nous ont bien sûr entendus. Après il faut-il avoir les stocks, les doses en stock, mais c'est vrai qu'actuellement il faut qu'on déploie ce côté ville, vous avez vu que le bus fonctionne très bien. C'est la proximité qui est importante aussi, c'est les grands centres, c'est la proximité, en fait c'est tout le monde. Si tout le monde se retrousse les manches, on pourra vacciner plus et plus vite. On a besoin des doses. Et surtout en région PACA, je vais revenir sur le côté touristique, puisqu'en fait depuis le 1er mars, je sollicite l'ARS, la préfecture, pour leur dire attention, on est en zone touristique, le Var, premier département touristique, on aura besoin de doses supplémentaires. Il faut prévoir et anticiper la saison, et également les restaurateurs, puisque vous parlez le 19, ils ouvrent, d'avoir une politique de vaccination sur ces professions du tourisme. Premier département touristique, qu'on soit à la hauteur et à l'image de la France pour accueillir dans des bonnes conditions nos touristes si on veut réussir une saison.
Merci à tous les deux. Docteur Annie Lévy-Mosiconacci, fondatrice du collectif Nord Covid à Marseille, généticienne à l'hôpital Nord, et Patrick Magnéto, président du syndicat des pharmaciens du Var. On rappelle évidemment que le 19, les choses vont se libérer un peu, mais on fait très attention. Les distances, on se lave bien les mains, on porte le masque et on continue à se faire vacciner si on vous entend bien tous les deux. Merci beaucoup et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Ces réouvertures, justement, il va en être largement question dans la deuxième partie de ce grand direct qui démarre dans quelques instants. Il se prépare donc à reprendre du service. Les restaurateurs sont dans les starting blocks, par exemple. Nous verrons que les terrasses sont en train de se monter, qu'on est en train de tout astiquer, de tout lustrer. Les lieux culturels également se préparent à la réouverture. Ce sera le premier dossier de cette deuxième partie d'émission. Nous irons ensuite à Tourette-Levens, c'est dans les Alpes-Maritimes. Retour à la source pour l'arrosage public. Une source qui s'était tarie a décidé de rejaillir et la ville pompe à l'intérieur pour arroser ces espaces publics. Ça fait des économies d'eau et ça mobilise aussi tout l'écosystème. Enfin, nous serons sur ce plateau avec Manuel Dureuil, le secrétaire général du comité départemental olympique et sportif sur la Côte d'Azur. Le sport qui va se déconfiner. Lui aussi, la reprise des cours en salle, notamment pour les enfants, c'est la première étape donc vers un retour à la vie normale pour les sportifs. Mais pour débuter, on va vous donner la parole, chers amis. Qu'allez-vous faire mercredi ? Vers quoi votre préférence va-t-elle se tourner ? Les musées, les théâtres, les restaurants ? Eh bien, je vous le donne en mille. Vous avez plébiscité les restaurants et les terrasses de café. On vous écoute. La plupart des restaurants sont réservés pour les terrasses, donc on va attendre un peu avant de se jeter dans la masse avec tout le monde, voilà. On va aller au moins en terrasse, prendre un verre, et puis s'il y a un resto où on trouve une place, on va essayer de se mettre au resto tranquillement. On a pris des vacances au bon moment, on va dire ça comme ça. Et on va en profiter, ça fait longtemps. Un petit apéro en terrasse. On a réservé un restaurant pour le soir et on va manger entre amis au resto. Voilà, réservation entre amis. Difficile de trouver des Azuréens qui ont prévu autre chose que de regoûter aux joies de la restauration et des cafés ce mercredi. Les restaurants qui, vous en doutez, sont dans les starting blocks, prêts. Les terrasses sont en train d'être dressées. Reportage sur le Cours Saleya à Nice, qui est un lieu emblématique et qui est en train de reprendre vie, qui reprend des couleurs en tout cas. Reportage donc signé Claudia Olivier. Nettoyage en salle, écriture du menu, préparation des terrasses. Fermé depuis plus de 7 mois, on s'active dans ce restaurant du Cours Saleya. Là aujourd'hui, priorité désinfection de tout, les sols, les mobiliers, les couverts, faire de la mise en place, remplir les huiles, les vinaigres, sel, poivre, les murs, les cadres, enfin tout, gros ménage de printemps, on a tout vidé pour pouvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions et repartir sur de bonnes bases. Dans cet autre établissement, même ambiance, distanciation entre les tables, calcul de la demi-jauge. L'équipe se prépare au strict respect du protocole sanitaire. Tout va être bien séparé et ça permettra, qu'importe la jauge, d'avoir un maximum de personnes dans les règles sanitaires, bien sûr. Ce mercredi, ce bar sera ouvert toute la journée. Pas de réservation possible. Loïc Barman attend le rush avec impatience. Ça ne fonctionne pas forcément avec les réservations, mais c'est vrai qu'on reçoit un nombre d'appels phénoménal. Le téléphone, il sonne toute la journée. Donc non, c'est bien, ça donne de l'espoir. J-2 avant le grand jour, le Cours Saleya commence à retrouver ses couleurs. D'autant que mercredi, c'est un grand soleil qui attend la Côte d'Azur. Voilà, évidemment, on s'installera en terrasse en direct mercredi soir à partir de 18h dans cette émission pour vous faire vivre l'ambiance dans les différents points de notre région. C'est vrai que c'est un moment que l'on attend tous, que vous attendez tous. La réouverture également des lieux culturels. Alors les musées, les théâtres qui vont opérer en jauge réduite. La ville de Nice et son maire Christian Estrosi présentaient le programme du week-end, le programme des festivités culturelles. C'est un été quasi normal à Nice avec énormément d'événements, plusieurs centaines d'événements, évidemment contraints par la distanciation sociale et les règles sanitaires. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend sur la Côte d'Azur et sur le territoire de la métropole avec Marie Giusto.
La vie culturelle va elle aussi reprendre ce mercredi. À Nice, les musées et théâtres vont rouvrir avec des jauges limitées. Parmi les événements à noter, le retour de l'opération Mon été à Nice, des dizaines de spectacles, concerts et événements. Autre temps fort, le Nice Jazz Festival annulé l'an passé. 5 soirées du 12 au 17 juillet avec une seule scène cette année, une édition 100% assise et des dates à cocher, il y en a plein d'autres. Cet été, nous offrons près de 400 rendez-vous sur 40 lieux différents, dans tous les domaines, qu'ils soient les grands rendez-vous traditionnels que nous connaissons à Nice, comme le Nice Jazz Festival par exemple, mais le Théâtre National qui traditionnellement programme entre l'automne et le printemps, eh bien, nous propose une très belle programmation pendant cette fin de printemps et toute la première partie de l'été. L'opéra en fait de même, et puis nous avons une quinzaine de scènes de spectacles vivants, de théâtre, qui eux-mêmes y participent. On a voulu que ce soit un été pour Nice, très niçois, puisqu'on a un tissu culturel extrêmement riche. C'est vrai aussi dans ce que proposeront nos musées, que ce soit à Matisse, que ce soit au Mamac, que ce soit à Jules Chéret, que ce soit à Jakobski ou encore au musée de Terra-Amata. 400 événements dans 40 lieux différents sont au programme. L'été sera dense à Nice, un bouillonnement qui réjouit le chef d'orchestre Lionel Bringuier. On a un peu ce sentiment de liberté, de voir que tout va rouvrir, un grand soulagement surtout. Pour ma part, il y a donc les concerts à l'Opéra de Nice, 12, 13, 18 et 19 juin avec Gauthier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet, avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, à l'Opéra. J'ai hâte de retrouver le public niçois. L'an passé, la ville de Nice avait débloqué plus d'1 million d'euros pour soutenir le monde de la culture. Cette année, le chiffre n'a pas été communiqué. Rendez-vous dans 2 jours pour les premières visites et représentations. Voilà, on va reparler de ces réouvertures et reprises dans quelques minutes avec l'invité de la deuxième partie de ce grand direct, Manuel Dureuil, qui est secrétaire général du comité départemental olympique et sportif dans les Alpes-Maritimes. Sachez qu'après Nice, aujourd'hui, demain, la ville de Marseille présentera elle aussi le programme des festivités de l'été et le protocole également de réouverture de ces lieux culturels. Ce sera retrouvé évidemment à partir de 18h dans cette émission. Avant d'accueillir justement Manuel Dureuil, un dernier reportage à vous montrer. En prenant la direction du Var, vous allez découvrir ce qu'est une ressourcerie. Ah non, il y a la source de Tourette avant. Je suis bête, j'étais passé déjà au sujet d'après consacré à la ressourcerie, la source de Tourette. Pardon, à son maire Bertrand Gaziglia qui nous regarde. La source qui alimente donc désormais l'arrosage public de la ville. C'est une source qui s'était tarie il y a plusieurs années et qui a fini par rejaillir, et les employés municipaux ont eu cette idée de la faire revivre et donc de s'en servir pour irriguer les jardins publics de ce petit village des Alpes-Maritimes. Alexis Ricard. Claude et Olivier viennent faire le plein d'eau. Ces 2 jardiniers de la mairie de Tourette-le-Vin ont eu l'idée d'exploiter à nouveau une source située en haut de ce terrain. Et donc avant, on se servait tout le temps de cette source. Et puis il y a environ, on va dire, 5-6 ans, la source elle s'est tarie complètement. Et donc on a abandonné. Et puis depuis 2-3 ans, en fait, c'est revenu par capillarité, l'eau. Et donc quand on voit tout le débit qu'il y a, c'est dommage de laisser perdre toute cette eau, sachant qu'on arrose environ 3 fois par semaine. Ah vas-y, tu veux ouvrir ? En 6 minutes seulement, la citerne est remplie. Là, on va prendre 600 litres environ. On va faire notre tournée. Et dès qu'elle est vide, on revient. Je vous dis, je fais à peu près entre 2 et 3 cuves par jour. Soit plus de 2000 litres d'eau par jour. Pas d'inquiétude, la réserve est bien suffisante. Des travaux ont permis d'agrandir ce bassin de rétention dont la capacité est d'environ 20 000 litres. L'eau remonte ici par capillarité, d'où cet aspect marécageux alentour. Alors à la base, il y avait déjà un vieux bassin qui avait été fait, un bassin naturel, je précise. Donc en fait, c'est un trou dans la terre tout simplement. Et la qualité de la terre argileuse fait que ça arrive à retenir l'eau. Ce bassin, il est resté abandonné pendant plusieurs années. Et quand on a voulu mettre en œuvre ce dispositif, on est venu avec un bulldozer. On a recreusé le bassin, on l'a agrandi. On a réutilisé la technique qu'ils avaient faite, c'est-à-dire on a pris la terre argileuse pour faire l'étanchéité tout autour. On a gagné un peu en profondeur. Et après, on a mis un système de filtrage pour que ça puisse arriver avec une belle clarté, comme vous avez vu tout à l'heure lors du remplissage. C'est parti pour la tournée d'arrosage. En plus de l'économie d'eau, les besoins sont moindres avec l'utilisation de plantes endémiques, moins consommatrices.
L'économie sur la facture d'eau de la ville avoisine les 900 € à l'année. Et on va terminer cette deuxième partie JT avec donc cette fameuse ressourcerie, la ressourcerie de la Rade. C'est un lieu où vos objets du quotidien retrouvent une seconde vie, ils sont vendus bien sûr. La ressourcerie de la Rade qui ne désemplit pas, bien au contraire, même la crise n'a pas réussi à amputer une partie de son activité. Thomas Bernabé. La ressourcerie de la Rade ne connaît pas la crise. Créée il y a seulement 2 ans, cette boutique solidaire ne cesse de croître, et ce, malgré la pandémie. Il y avait 2 salariés en début 2020, fin 2019, début 2020. Et en fait, au mois de mars 2020, du coup, il y a eu l'arrivée de Cédric, donc, qui est logisticien, et qui est arrivé juste au moment du confinement. Alors, ce premier confinement nous a quand même permis de structurer l'association, de trouver une organisation logistique qui fonctionne. Voilà. La crise a accéléré, en fait, d'une certaine manière, la connaissance et la reconnaissance de la ressourcerie. Depuis mai 2020, en fait, on est en croissance permanente et régulière. Aujourd'hui, la ressourcerie compte 6 salariés et une 60aine de bénévoles. Un moindre mal pour réceptionner les 5 tonnes de marchandises reçues par semaine. En plus des effectifs qui ont été augmentés, la ressourcerie a également développé tout un tas de projets durant l'année qui s'est écoulée. Des partenariats avec l'association Logivar pour restaurer et customiser certains meubles abîmés, ou encore la fabrication de composteurs afin de faire de la pédagogie dans les écoles. Les bénévoles ont énormément de suite dans les idées. Oui, ça, des projets, on en a tout le temps, tous les jours, toutes les secondes. L'avantage, c'est qu'on est dans un univers très mouvant avec des choses qui changent tout le temps. Et donc, ça nous donne plein d'idées. Et l'équipe de la ressourcerie a beaucoup d'idées. Voilà, on est très créatif. On n'avait pas forcément le temps de tout faire. Et puis après, il faut faire le tri. Mais La ressourcerie de la Rade envisage l'avenir de façon sereine. La seule problématique qui risque de se poser, c'est l'espace qui n'est pas infini. Avec l'affluence et le nombre d'objets déposés de plus en plus important, il faudra bientôt pousser les murs ou déménager. Et nous allons parler de sport maintenant dans la dernière partie de ce grand direct avec notre invité Manuel Dureuil, secrétaire général du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, que l'on retrouve dans moins d'1 minute maintenant. Et avant cela, le rappel des grands titres de l'actualité de ce lundi 17 mai. La journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Vous avez vu ce reportage dans un lycée de Martigues, mais surtout l'annonce de la mairie de Marseille qui va supprimer la mention père et mère sur les fiches d'état civil. Il sera désormais inscrit parent 1 et parent 2 pour laisser place aux familles homosexuelles qui sont parents d'enfants. La Seine, dans le Var, un protocole contre le trafic de drogue a été signé, trafic qui gangrène le quartier de la Restauration. Les policiers, la préfecture, la mairie se sont engagés. Les policiers, eux, sur le terrain, craignent que cela ne fasse que déplacer le problème autre part dans la commune varoise. Et puis, où en est l'épidémie? C'est la question que nous nous posions avec nos invités, le docteur Lévi Mosiconacci à Marseille et le docteur Magneto, pharmacien dans le Var. Pour eux, pas de contre-indication à rouvrir les restaurants à partir de mercredi, mais par contre, il faut continuer la campagne vaccinale et faire attention aux gestes barrières. Bonsoir, Manuel Dureuil, secrétaire général donc, du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que même si vous aviez repris le sport en extérieur il y a quelque temps maintenant, c'est une étape importante qu'on va franchir à partir de mercredi avec les enfants qui vont pouvoir être de nouveau accueillis en salle. Alors vous me direz, l'été arrive, on aurait peut-être pu continuer les cours à l'extérieur, mais néanmoins, les sports de combat, la GRS, même certains autres sports, les patinoires par exemple à Nice, on a besoin quand même d'infrastructures très spécifiques. Oui, alors le mouvement sportif est un mouvement très bien organisé et inventif, puisqu'il y avait déjà des clubs qui avaient repris. J'ai en exemple des clubs de basket, de handball, de rugby, de boxe, qui ont repris avec des séquences et des situations d'entraînement et des situations pédagogiques en extérieur. Mais il est bien évident que c'était des contraintes organisationnelles importantes et que maintenant, on va vraiment repartir en avant avec l'ouverture des salles aux mineurs. Alors justement, dans quel état d'esprit sont les clubs de la région? Ils ont hâte, ils sont prêts? Alors les entraîneurs, les éducateurs, ils sont prêts, ils sont en attente. Les dirigeants sont au soutien.
C'est un peu compliqué pour les clubs en ce moment. Vous savez qu'il y a eu une perte de 30% des licenciés sur tout le territoire national et aussi en région sud. Donc pour nous, c'est un peu vital cette reprise pour le mouvement sportif. Donc ce qui veut dire que là, la priorité, c'est de reconquérir, entre guillemets, ces licenciés. Ça va quand même être compliqué parce qu'il reste que quelques semaines même avant la fin de l'année. Oui, je pense que vous savez que l'année du sport amateur, c'est un peu comme l'année scolaire. Donc la fin, c'est plutôt en juin, le début, c'est plutôt en septembre. Mais c'est vrai qu'on a 2 mois pour reprendre contact avec les licenciés, pour les recadrer, pour les reformater un petit peu, pour refaire venir à nous les licenciés qui auront pu partir. Également pour les parents se rapprochent également de nous. Alors sur les protocoles, il y a des consignes que vous donnez au club, évidemment les grands classiques, le gel, le masque quand c'est possible. Alors là, j'ai vu des entraînements, par exemple de football, où les situations pédagogiques étaient adaptées, où il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs, de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact, etc. Je pense que dans un premier temps, on va essayer d'y aller un petit peu doucement, et puis petit à petit reprendre un petit peu les interactions, l'interpénétration dans les sports collectifs, les échanges, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été interdites depuis plus d'1 an quasiment, et la reprise notamment, vous avez évoqué les sports de combat, les sports de contact, il va y avoir une reprise très progressive et très lente. Oui, et on parlera des adultes aussi tout à l'heure qui vont pouvoir reprendre, mais dans un second temps. Pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, la reprise du sport c'est en plus capital pour l'esprit, pour le corps. 1 an de crise, de stress, ça a pu générer des angoisses. Il y a la prise de poids, bien sûr, mais ça va parfois bien plus loin. Hein. Il y a des vraies pathologies qui peuvent se développer avec la sédentarité. Oui, le plus évident, on parle toujours de la surcharge pondérale, mais c'est pas ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est les problèmes un petit peu qui sont créés au niveau neurologique. Et puis le geste social, l'interpénétration des actions, des activités humaines, c'est super important. C'est important pour la santé, c'est important pour l'épanouissement des jeunes, c'est important pour remettre des valeurs au centre un petit peu, les valeurs du sport, au centre un petit peu de l'aspect social de notre jeunesse. Alors ce qui a été frappant, et ça a fonctionné un peu partout en France d'ailleurs, c'est que le CDOS, le comité départemental et sportif des Alpes-Maritimes, s'est mobilisé aussi tout au long de la pandémie, avec la digitalisation des cours en ligne. Il a fallu être créatif, c'est ce que je dis souvent aux acteurs des divers secteurs qui passent ici, il a fallu se réinventer en fait. C'est tout à fait ça. Il a fallu ne pas perdre le lien, en fait. C'était surtout ne pas perdre le lien avec les personnes qui avaient une pratique sportive. Vous savez qu'il y a deux sortes de pratiques. Il y a la pratique sportive encadrée par les clubs, les professionnels, et puis il y a une pratique sportive informelle. Pour nous, l'enjeu, c'était que cette pratique informelle doit exister, mais il faut rester dans nos clubs, avec nos professionnels, avec nos éducateurs qui sont formés, avec nos entraîneurs qui sont diplômés. Alors c'est un bon moment en prévision que vous avez préparé, j'imagine. On a parlé de l'impatience des éducateurs. Vous avez des remontées un peu des licenciés, des enfants, des parents. On imagine qu'eux aussi ont hâte de reprendre. Je me demande si les parents ne sont pas plus impatients. Mais oui, on a des retours des jeunes qui veulent absolument reprendre, j'ai envie de dire, comme avant. Voilà, là on en est, on veut reprendre comme avant, mais vous savez qu'il y a un calendrier qui va se dérouler et qu'on ne peut pas aller non plus trop vite et sauter les étapes. Voilà, et j'insiste là-dessus, et c'est important qu'on s'y arrête un instant. Évidemment, on rouvre, mais il va falloir accepter aussi que les jauges soient parfois réduites, que les sports de combat, on s'y remette progressivement, qu'il n'y ait pas de contact tout de suite, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et on est tous acteurs finalement de la réussite de ce déconfinement. Oui, il y a trois grandes dates. Il y a la grande date du 19 mai, celle où tout va ouvrir, mais avec des jauges. C'est une jauge à 35%, donc dans les petites salles de sport, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de monde. Il y a des limites à 800 personnes dans les grandes salles et à 1000 personnes dans les stades. C'est la reprise des mineurs. Ensuite, on a une deuxième date qui est le 9 juin. Là, c'est la reprise des adultes, avec une jauge qui passe à 65% et des limites à 5000 en extérieur. Et puis ensuite, si tout va bien, si la pandémie est contrôlée, la vraie réouverture, c'est le 30 juin, dans la vie d'avant le Covid-19. Alors on va partir dans quelques instants dans une salle de sport du Var, salle de sport de fitness, vous savez, parce que là aussi, évidemment, c'était compliqué pour eux. Certaines salles ont perdu près de 50% de leurs abonnés. Vous parliez de ces 3 dates de ce calendrier. Il y a
une date et un élément peut-être qu'on peut évoquer tout de suite, c'est le retour du public aussi. Ça nous a manqué. Et en région sud, du stade Vélodrome en passant par le stade Mayol, l'Azur Arena pour les Sharks d'Antibes, on a envie d'aller revoir du sport. Alors là les jauges, par exemple, il y a des limites. Hein. Par exemple, dans les stades, dans l'extérieur, maintenant, ça va être 1000. Au 9 juin, ça va passer à 5000. À partir du 30 juin, je pense que ça ne sera pas ouvert à 100%. Il y aura encore une jauge qui va apparaître. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une impatience de profiter du spectacle sportif, comme on dit, et que ça va nous faire du bien à toutes et à tous. C'est certain. Vous restez avec nous, évidemment, Manuel Dureuil. On va regarder ce reportage, donc tourné par Marion Colangelo, voir un peu comment les salles de sport se préparent. Elles ont encore un peu de temps, hein, elles, avant de rouvrir. C'est pas pour le 19 mai prochain. Néanmoins, eh bien, tout le monde est impatient et tout le monde se prépare. 7 mois. 7 mois que cette salle de sport de 1400 mètres carrés est déserte. Mais dans un peu moins d'un mois, les clubs de fitness pourront enfin rouvrir leurs portes. Aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est rouvrir et plus refermer. C'est-à-dire que, que les choses rentrent dans l'ordre, qu'on reprenne une vie plus ou moins normale, même si c'est avec le masque, avec la vaccination, peu importe, mais qu'on ouvre une fois pour toutes. Pas qu'on ouvre pour refermer, parce que c'est pareil, si on ouvre cet été, qu'en septembre on nous dit fermer, nous c'est plus compliqué de pouvoir tenir debout, on va dire. Pour le moment, faute de consignes, les salles se préparent donc à rouvrir avec le protocole en vigueur avant la fermeture. Désinfection du matériel, port du masque pour les déplacements, jauge réduite et sens de circulation. Mais l'inquiétude plane sur des restrictions supplémentaires qui pourraient être annoncées au dernier moment. Ce qui nous inquiète, c'est que le protocole change effectivement à 2 jours ou 3 jours de l'ouverture. S'ils nous prennent un nouveau protocole avec le port du masque obligatoire, etc., la donne, elle va changer. Comme aujourd'hui, ils imposent à la réouverture des restaurants la moitié de leur terrasse, par exemple, pour l'extérieur. Nous, s'ils nous disent, il faut, même si on a une grande superficie, qu'on peut recevoir beaucoup de gens avec l'ancien protocole, aujourd'hui, s'ils nous font la moitié, ça va être compliqué. C'est une gestion à prendre en compte avant l'ouverture. Et ça serait bien qu'on l'ait assez rapidement quand même. Encore un peu de patience, la rouverture est prévue le 9 juin prochain. Les salles vont devoir reconquérir une partie de leur clientèle. Certaines d'entre elles ont perdu plus de 50% de leurs abonnés. Voilà, reconquérir la clientèle, un peu comme les abonnés, les licenciés des clubs sportifs. Je précise que je parlais aussi de l'Alliance Riviera de l'OGC Nice pour la réouverture des stades. J'ai eu quelques plaintes dans l'oreillette de supporters de l'OGC Nice. On n'oublie personne sur le plateau du Grand Direct et on a surtout hâte que tous les stades se remplissent. Donc reconquérir les abonnés et la crainte d'un protocole évolutif. Est-ce que ça aussi, ça pourrait vous inquiéter ? Je pense qu'il va y avoir un protocole, notamment dans les commerces. Il y avait une personne pour 8 mètres carrés. Je pense que dans les salles de sport, on va certainement avoir des consignes qui vont arriver pour le 9 juin. C'est pas pour tout de suite l'ouverture avec 100% des personnes. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui gèrent des salles, parce que c'est des projets de toute une vie, quelquefois, des projets d'entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour nos clubs, où on a perdu une grande partie de nos ressources propres. C'est compliqué aussi pour ces entrepreneurs du sport. Bien sûr, et évidemment, il y a encore quelques jours à tenir, mais on imagine qu'ils vont réussir à reconquérir aussi une partie de leur clientèle. Il va falloir gérer l'afflux. Je pense qu'il y a une vraie attente. On voit les réactions par rapport à la réouverture des terrasses, même avec des jauges. On voit la restauration qui revient. On voit que les gens sont prêts. Moi, j'ai vu aujourd'hui, en passant, tous les restaurateurs au travail, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de réservations qui ont été faites. Je pense que pour nos clubs et pour nos salles, ça va être la même chose. Est-ce que je peux me permettre une question sur votre profession ? Oui. Vous êtes prof de sport. Attention. D'EPS. Exactement. D'éducation physique et sportive. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'abréger prof de sport. En collège ou en lycée ? En collège. En collège. Comment vous avez fait, vous, alors pas forcément à titre personnel, parce que je crois que vous avez eu un peu de chance, vous étiez au grand air avec la possibilité d'aller skier, par exemple. Mais ça a été compliqué aussi pour vos collègues. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu s'adapter à des protocoles. Vous savez que les scolaires faisaient partie des publics prioritaires, comme les athlètes de haut niveau ou les sportifs professionnels. Donc on a eu des dérogations pour avoir un peu plus de pratique, mais c'est vrai qu'il y avait des gestes barrières importants, des aérations de salles, des contraintes de nombre, beaucoup de lycées, de collèges qui ont travaillé en demi-jauge, etc. Mais je pense que dans la région, on a eu moins à se plaindre que d'autres régions. On a pu pratiquer quand même cet hiver.
et avoir une pratique pour nos élèves importante. Vous sentiez que c'était un peu un sas de décompression aussi pour eux, parce que comme ils ne pouvaient pas le faire en club... Là, complètement, mais c'était aussi un sas de décompression par rapport à tous les autres profs. Parce que les élèves, les jeunes, ils avaient vraiment besoin de s'oxygéner. On a beaucoup travaillé sur la relaxation, sur des choses comme ça. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ouais, vous avez senti un peu aussi monter l'angoisse, les inquiétudes. Vous le palpiez ça pendant les cours. C'est palpable. On sent des interactions entre les jeunes qui sont un peu plus agressives, de l'incompréhension. Donc c'était intéressant justement d'avoir des activités qui permettaient un petit peu de calmer le jeu, comme on dit. Alors on se dirige vers les Jeux de Tokyo 2020. Même si on est en 2021, évidemment annulé en raison de la pandémie l'été dernier. Il y a petite polémique, certains Japonais notamment qui souhaiteraient que ces JO soient annulés pour des questions de santé publique. A priori, ils vont être maintenus. On a un certain nombre d'athlètes de haut niveau dans la région qui ont dû se préparer, bon an, mal an. Comment ils s'en sont sortis ? Plutôt bien, parce que les athlètes de haut niveau ont eu des prérogatives un peu plus importantes, comme les joueurs de foot professionnels, de rugby et les scolaires. Et ils ont pu pratiquer tout au long des confinements et des restrictions sanitaires. Donc ils ont pu continuer à avoir une pratique, de l'entraînement, etc. On ne peut pas se présenter aux Jeux Olympiques si on a stoppé pendant 2 mois ou 3 mois tout entraînement. Donc nos athlètes sont préparés. Là, j'ai aucun souci là-dessus. Qui sont nos athlètes porte-étendard cette année ? On a eu l'épisode de la natation, on a toujours nos gymnastes, notamment du pôle d'Antibes, qui sont présents. Avec Samir Aïd Saïd. On a les tireurs. Vous savez que la délégation, l'équipe de France n'est pas encore totalement sélectionnée, puisqu'il y a des tournois, le TQO, les tournois de qualification olympique, il y a des performances à faire pour certains. Donc rien n'est encore figé par rapport à l'équipe de France. On va suivre ça de près, évidemment. Il nous reste 2 minutes pour évoquer une particularité des Alpes-Maritimes, c'est la caravane du sport, qui est un projet fantastique qui fait le tour des villes, des quartiers prioritaires, qui mobilise les seniors également, la caravane du sport à la campagne, la caravane du sport vraiment sur tout le territoire. C'est une opération qui permet de sensibiliser les jeunes, mais pas seulement, vraiment toutes les classes de la population. Comment elle a vécu cette caravane du sport pendant l'année ? J'imagine qu'elle s'est interrompue. Et on espère qu'elle va donc reprendre à plein, là, dans les semaines qui arrivent. On a beaucoup souffert sur les annulations l'année dernière. Là, la caravane repart. Toutes les dates ont été prises. Il y a beaucoup de villages, de villes qui nous ont contactés pour pouvoir accueillir cette caravane du sport. Donc je pense qu'on va repartir comme avant. Ça va bien se passer. Évidemment, il y a des contraintes sanitaires supplémentaires, il y a des réglementations supplémentaires à avoir. Mais je pense qu'on va faire et vivre une très très belle caravane des sports cet été. Est-ce que vous pensez, pour conclure, qu'il faut aussi généraliser la vaccination pour les éducateurs, pour vos bénévoles aussi, parce qu'il va y avoir contact avec le public là ? Oui, là ça vient d'être un petit peu rendu obligatoire pour les enseignants. Ça a été un débat il y a quelques semaines. Oui, je pense que pour tous celles et ceux qui sont au contact des jeunes, de public, etc., il faut absolument avoir une vaccination. Et j'ai envie de dire, cette vaccination ne va pas être obligatoire dans les mots, elle va être obligatoire par le pass sanitaire. Oui, c'est ça, qui est l'une des étapes dont on va beaucoup parler dans les semaines et les mois qui arrivent, ce pass sanitaire qui ne va pas nous permettre uniquement de voyager, qui pourrait être requis pour rentrer dans les stades, dans les salles de spectacle, et puis retourner voir le spectacle sportif également. Merci beaucoup Manuel Dureuil, je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité départemental olympique et sportif dans les Alpes-Maritimes, par ailleurs professeur d'EPS, un bien beau métier et un métier important qui a permis aussi, donc on l'a entendu par vos mots, aux jeunes de se dépenser, de se confier et de lutter aussi psychologiquement contre cette crise de la Covid-19 qui n'est pas encore derrière nous. Merci également à notre Dream Team, à nous, Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve dès demain sur les antennes d'Azur TV.